Bienvenue tout le monde, on est vraiment ravis de vous rencontrer ou de vous retrouver. Donc là, voilà, c'est la rentrée aussi pour Norsan, donc on reprend les webinaires pour cette dernière partie d'année. Et donc ce soir, on va se concentrer, rentrée oblige, sur les enfants. Donc ça va être le thème d'un cerveau bien huilé avec les bénéfices des oméga 3 dans les apprentissages de l'enfant et qui nous est présenté par Eugénie Maureen qui est nutrithérapeute. Bonsoir Eugénie. Bonsoir, merci de m'avoir invité pour partager ces connaissances qui sont quand même essentielles pour les parents et pour les enfants et les enseignants. Donc, j'espère que ça sera utile à tous. Exactement, merci. Merci à vous. Donc, pour vous présenter un petit peu l'équipe de ce soir, si on peut passer juste à la slide suivante. Donc, ce soir, j'animerai le webinaire aux côtés d'Eric Frisch, qui est notre nouveau collaborateur. Donc, j'en profite aussi pour le présenter rapidement, donc, qui vient agrandir l'équipe de Norsan. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore ou qui découvriraient Norsan, donc on est un laboratoire d'origine norvégienne qui est spécialisé dans les oméga 3 et qui a été fondé donc, par Joachim Graf, qui est norvégien, et dont le siège social est à Berlin. Donc aujourd'hui, en Allemagne, Norsan est devenue la première marque d'oméga 3 en pharmacie et est présente dans de nombreux autres pays européens, par exemple en Italie, en Pologne, en Espagne et bien d'autres pays également. Et donc l'objectif vraiment de Norsan, ça va être d'informer sur l'importance des oméga 3, surtout du rapport oméga 6-3 pour une bonne santé et donc de proposer des produits qui sont de haute qualité pour ce faire, donc pour établir cet équilibre. Maintenant que j'ai présenté l'équipe et le laboratoire Norsan, je vais laisser la parole à Eugénie pour vous faire la présentation de ce soir. Merci beaucoup, Magali. Alors, cette conférence s'appelle Un cerveau bien huilé. Bon, évidemment, c'est un jeu de mots un petit peu facile, mais qui va permettre un peu d'aller directement sur le fond du sujet. Comment peut-on aider avec les corps gras et notamment les oméga 3, les bons fonctionnements, les bons rouages du cerveau et faciliter les apprentissages de nos enfants. Bien sûr, ça concerne tous les enfants qui sont d'âge scolaire, même les étudiants, et puis ça concerne aussi les enfants qui sont extraordinaires et qui ont une particularité du neurodéveloppemental comme un trouble de la concentration, de l'hyperactivité ou parfois des troubles 10, etc. Donc, je me présente, je m'appelle Eugénie Maureen, je suis nutrithérapeute et donc ma spécialité c'est la nutrition de fait et plus particulièrement la nutrition du cerveau et des structures nerveuses. Donc, je travaille dans tout ce qui est psychonutrition, neuronutrition, l'influence du mode de vie, de l'alimentation, des micronutriments, des macronutriments, des substances nutritionnelles sur le fonctionnement et la régulation de notre système nerveux. Donc, j'interviens dans une structure assez novatrice qui s'appelle la Maison des enfants extraordinaires. C'est une association qui se trouve dans le Gard, à Sauve. Et donc, dans cette structure, on a la particularité d'offrir un accompagnement pluridisciplinaire pour les enfants extraordinaires et leurs parents. Alors, les enfants extraordinaires, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des enfants qui sont de plus en plus nombreux. Et c'est pour ça que cette association a été créée, c'est-à-dire qu'on est face à un véritable développement, voire une épidémie ou une pandémie de troubles neurodéveloppementaux. Donc, ce sont des enfants qui peuvent avoir des troubles 10, ce sont des enfants qui peuvent avoir un TDA, TDAH, ce sont des enfants qui peuvent souffrir d'un trouble du spectre de l'autisme ou tout simplement avoir des troubles de la sensorialité, des troubles de l'apprentissage. Et donc, dans cette structure, il y a différents types de professionnels qui interviennent, les orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, sophrologues, psychologues, des enseignants spécialisés, et puis aussi, moi, en tant que nutrithérapeute. Donc, c'est un accompagnement global qui va permettre de travailler avec des particularités sur l'intégration des réflexes archaïques et l'intégration neurosensorielle. Et parce que ce sont des facteurs, les apprentissages, le cerveau, le développement de l'enfant, c'est vraiment construit comme une maison en fait. Il y a des briques et les unes sur les autres et toutes ces briques ont besoin de bien s'agencer, d'être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment
pour construire une structure solide, un fonctionnement opérationnel. Et donc, dans ce lieu-là, on met en place en fait un accompagnement des enfants. Voilà. Et moi, particulièrement sur les questions de nutrition. Alors, les acides gras oméga 3, j'ai marqué un trésor pour le cerveau de l'enfant. C'est vrai, c'est complètement vrai, c'est même un des nutriments essentiels. Pendant très longtemps, on a développé, pendant 40 ans, 50 ans, on a développé une espèce de lipidophobie. Les corps gras sont néfastes à la santé, donc bien sûr à la santé des parents qui, soi-disant, développeraient un surpoids parce que trop de graisse dans l'alimentation. Et cette lipidophobie des parents s'est transmise aux enfants, et donc on a restreint pendant des décennies les apports d'acides gras aux adultes comme aux enfants. Et c'est particulièrement délétère pour les enfants, parce que vous allez voir que les structures nerveuses, elles sont composées d'énormément d'acides gras, et s'il manque, eh bien ça fonctionne beaucoup moins bien. Aujourd'hui, on sait que les gens ne sont pas en surpoids parce qu'ils consomment beaucoup trop de graisse. On sait qu'ils sont en surpoids parce qu'ils mangent trop de sucre, parce qu'ils ont des problèmes hormonaux, des questions de microbiote. Et donc, la question est beaucoup plus complexe. Et il y a un grand retour à faire nécessaire sur des apports en quantité et en qualité de ces acides gras qui sont très importants. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 98% des enfants de 8 mois qui ont des apports en acides gras qui sont insuffisants par rapport à leurs besoins. C'est énorme, c'est la majorité. Donc, on va expliquer un petit peu pourquoi ces acides gras ils sont importants, mais grosso modo, ces acides gras vont participer au développement du système nerveux central, à la minéralisation des nerfs, et il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Alors là, cet enfant avec une petite tête malicieuse qui se pose la question, qu'est-ce que je vais faire pour réussir mieux à l'école? Alors en vérité, je ne pense pas que ce soit lui qui se pose cette question-là, mais plutôt les parents, les enseignants, les accompagnants, les grands-parents, voilà, qui, devant ces petits bouts de chou, qui ont parfois du mal, parfois pas, mais en tout cas, on se pose tous la question d'aider nos enfants à mieux grandir, à mieux se développer, à mieux apprendre, à mieux mémoriser, à mieux être attentif, à être plus calme, à se concentrer. Voilà. Et donc la nutrition, c'est une des réponses à cette grande question. Les apprentissages, ça se passe de façon globale, en coordination avec tout un tas de systèmes, mais on ne peut pas nier que le cerveau soit vraiment un organe essentiel, central, sur lequel on va revenir énormément. Donc ce cerveau, quand le petit naît, il fait 400 grammes, c'est déjà gros. Vous voyez le bébé, quand il naît, il a une grosse tête. Et il sort à 9 mois, parce que si on attendait 10 mois, 12 mois, 14 mois, le cerveau serait trop développé, la boîte crânienne trop développée, ça ne passerait plus. Donc en fait, tout ce système nerveux va continuer à maturer pendant des mois et des années après la naissance. Donc on va passer d'un cerveau de 400 grammes à la naissance, à 1 an, il fera déjà 1 kg. À 5 ans, il sera 1,3 kg, c'est-à-dire presque quasiment la taille adulte, le poids d'un cerveau adulte à 1,4 kg environ. Ce sont des moyennes, évidemment. Il y a beaucoup de variations dans ce domaine. Donc, le bébé ne naît pas avec un cerveau mature et il va mettre du temps à développer toutes ses facultés cognitives. Et notamment, il y a une création très importante de nouvelles connexions. 700 nouvelles connexions neuronales par seconde. Vous imaginez la quantité à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, c'est absolument colossal. Et donc ces connexions neuronales vont être triées un peu plus tard. Celles qui vont servir, eh ben, on les garde. Celles qui n'auront pas servi, on ne les garde pas. D'où la nécessité d'une grande stimulation des enfants dès la naissance. Ce cerveau, si on le regarde, on voit 3 grandes parties. Le but, c'est pas de vous faire un cours sur le cerveau, mais de comprendre un petit peu, d'avoir des repères là-dedans. Donc, on a 3 grandes parties. On a un cerveau qu'on appelle reptilien, archaïque, qui est vraiment le cerveau de l'instinct, le cerveau des réflexes, des cerveaux aussi des réactions de plaisir, des peurs. C'est un cerveau très binaire, c'est-à-dire qu'il fonctionne en mode oui-non, et un même stimuli va entraîner toujours la même réponse.
on a un cerveau un petit peu plus développé, c'est le cerveau limbique, qui est le siège, en fait, le centre des émotions et de la motivation. C'est là qu'on va pouvoir motiver l'enfant sur la réussite. Sa réussite scolaire, il faut qu'il soit motivé. Ça va passer par la stimulation de cette partie du cerveau. C'est cette partie aussi qui va gérer les échecs, les notions de plaisir ou de déplaisir, et c'est un moteur essentiel dans les apprentissages. La troisième partie, c'est le néocortex que vous connaissez. Donc ça, c'est une partie qui va penser. C'est la partie qui pense, qui raisonne, qui va comprendre la logique, la conscience. C'est le côté très rationnel. Et donc ces trois cerveaux, ils vont communiquer constamment entre eux. Déjà entre eux par toutes ces connexions synaptiques qui se créent à foison dans les premières semaines et les premiers mois de la vie. Et bien sûr, cet ensemble va connecter également avec l'ensemble du corps, avec les organes, les membres, les tissus et les sens, les organes sensoriels. Donc, ce qu'on peut retenir en fait de tout ça, c'est qu'on passe d'un cerveau qui est de 400 grammes à la naissance à un cerveau d'1,4 kg, et que tout ça, ça demande à la fois beaucoup d'énergie, et c'est le témoin également d'une grande plasticité du cerveau. Et donc, plus on interviendra tôt dans l'âge de l'enfant, plus on va pouvoir jouer avec cette plasticité du cerveau et sa construction. Et notamment sur les interventions nutritionnelles, les interventions éducatives, les stimulations sensorielles, etc. Rapidement, un petit schéma, vous voyez, au tout début de la vie, le cerveau, c'était cette espèce de feuillet qui s'est transformé en lombric, comme on pourrait appeler ça, avec différentes parties. Et petit à petit, ce cerveau va s'organiser au fil des mois et se structurer jusqu'à créer tout un tas de replis. Ces replis, c'est tout simplement une façon d'augmenter la surface du cerveau pour que ça reste plié dans la boîte crânienne. Voilà. Si on dépliait un cerveau adulte, en surface, on aurait à peu près un peu plus de 2 mètres carrés de tissu. Donc vous voyez, tout ça c'est replié pour pouvoir tenir dans la boîte crânienne, et ça permet d'augmenter la puissance de ce superordinateur. En comparaison, la peau, c'est une surface de 1,5 à 2 mètres carrés. Donc on est quasiment une surface supérieure dans le cerveau que sur l'ensemble de notre peau. Donc c'est très intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est que avant le cerveau, on va développer l'organisation de la structure dans toute la période in utero. Et à partir de la naissance à terme, on va surtout développer un peu le volume, mais toutes les connexions neuronales. Donc on a vraiment des connexions qui se font en permanence. Ça pose la question effectivement d'un enfant qui naît très prématuré, par exemple à 6 mois. Vous voyez que son cerveau n'est pas du tout fini au niveau de sa structure. Donc il va falloir vraiment veiller à toute sa croissance et à tous ses apports pour que le cerveau puisse se faire finir dans de bonnes conditions. Une autre petite diapo pour vous montrer ce que représente le cerveau. Donc on voit chez l'enfant nouveau-né, le cerveau, c'est quand même 12% de son poids. C'est énorme. Hein, c'est plus du 10e de son corps, c'est le cerveau qui pèse à peu près 400 grammes. Et à l'âge adulte, ça ne représentera plus que 2% du poids corporel. 2%, mais 2% qui va consommer à peu près 20% de l'énergie produite par le corps, de l'énergie cellulaire par le corps. L'organe, le cerveau, c'est un super ordinateur qui a besoin d'énormément d'énergie pour pouvoir fonctionner. Donc, on voit aussi là à quel endroit on va pouvoir intervenir en termes de nutrition sur la question de l'énergie et du carburant qu'on donne à cette super machine qui nous gouverne. Et donc, il va falloir l'alimenter, le nourrir. Et comme on mettrait dans une voiture un carburant, il va y avoir des carburants pour le cerveau. Si pendant que je présente, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir. On a des super modérateurs ce soir. Oui, j'en profite pour vous dire, je ne sais pas si vous l'aviez eu dans le chat, mais n'hésitez pas, vous pouvez lever la main ou nous écrire dans le chat si vous avez des questions au fur et à mesure. On va faire comme ça ce soir.
Alors là, on revient plus particulièrement sur le cortex et les fonctions supérieures, qui vraiment, c'est la partie qui va concerner les apprentissages. Et donc, tout ce cerveau est en fait organisé en zones cérébrales, et chaque zone cérébrale va prendre en charge des grandes fonctions. Par exemple, la mémoire de travail, par exemple l'attention, par exemple les fonctions exécutives, par exemple le langage, par exemple la mémoire à long terme, par exemple les praxies, hein, la capacité de saisir les choses, etc. Tout ça, ce sont des différentes zones qui sont réparties dans le cerveau et qui vont interagir ensemble, en fait, qui vont interagir ensemble et qui vont être médiées, en fait, qui sont reliées par des réseaux de communication, qui sont les synapses, et qui vont être médiés par des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs, je rappelle, c'est des messagers chimiques, biochimiques, qui sont produits dans le cerveau principalement, et qui vont apporter une information sous forme chimique le long du cerveau, un message qui va se transformer en message nerveux. Donc ce sont des neurotransmetteurs. Vous avez des neurotransmetteurs excitateurs et des neurotransmetteurs inhibiteur. C'est comme si on avait une pédale d'accélérateur, une pédale de frein, et tout ça, ça doit fonctionner en harmonie pour que l'enfant puisse avoir une capacité à la fois de concentration, d'attention, d'étude, et à la fois une capacité d'intégration, de repos, de digestion de toutes les informations et des connaissances apprises. Alors, quelles sont les conditions de l'apprentissage? C'est vrai que moi, je suis maman de 3 enfants, je me suis posé ces questions-là, mais c'est des questions qui sont assez universelles. C'est comment on veut le mieux pour nos enfants et comment on va les aider à booster ces capacités cérébrales. Eh bien, il y a plusieurs aspects et plusieurs façons. Bon, je vais partir de ma fenêtre à moi, mais bien sûr, tout ça, c'est global. On a des besoins psychologiques et affectifs. Évidemment, un enfant qui se sent insécurisé, qui a peur, qui est anxieux, ne peut pas être dans des conditions où il est disponible pour apprendre, parce que tout son cerveau est occupé à gérer la peur. Et donc là, on n'est plus dans le cortex, vous voyez, on est dans le limbique, ou alors on est dans le cerveau reptilien, archaïque. Et donc, il faut qu'on arrive à remonter là-haut. Il y a des besoins qui sont fonctionnels, c'est-à-dire que les apprentissages, derrière un écran, une tablette, un jeune enfant n'a pas suffisamment de stimulation. Il a besoin de rentrer en interaction avec la vie, d'avoir d'énormes stimulations, de jouer dehors, d'être en interaction avec des plantes, avec des animaux, avec des sensations, avec des humains, avec d'autres enfants, avec des adultes, et tout un contexte. Et c'est la multiplication de ces stimulations qui vont engendrer des multiplications de connexions, de développement de facultés cognitives. Et malheureusement, on est dans une société où tout ça, ça s'appauvrit un petit peu. On a des besoins physiologiques qui sont très importants, et notamment des besoins en sommeil qui sont très importants. On considère qu'enfants comme adultes, en 10, 20, 30 ans, 40 ans, on a perdu une nuit de sommeil par semaine. C'est-à-dire entre 1h, 1h30 par jour de sommeil, il manque à vos enfants et aux adultes, il manque énormément de sommeil. Donc ça, c'est un facteur très très important des difficultés d'apprentissage de l'enfant. L'activité physique aussi, un enfant devrait courir, jouer, sauter en extérieur au moins 2 heures par jour. Aujourd'hui, c'est vraiment difficile de s'organiser pour que ça puisse avoir lieu. Et ce dont on va parler ce soir, ce sont tous les besoins nutritionnels et micronutritionnels, parce que ce super cerveau, ce super organe, a de grandes exigences et de grands besoins. La première, ça va être l'hydratation. Un cerveau, c'est à peu près 75% d'eau. Si on a des conditions hydriques qui baissent, on a un cerveau qui ralentit. Et donc, on a des difficultés de vigilance, une baisse de la concentration, une augmentation de la fatigue, une augmentation de l'anxiété. Et ça, c'est très important. Et on pense qu'à peu près 80% qui sont en âge scolaire sont déshydratés parce qu'à l'école, on ne boit pas. On boit très peu. En fait, un enfant devrait boire un verre d'eau toutes les heures, à peu près, un petit verre d'eau. Pour vous donner quelques chiffres, un enfant de 20 kg, il doit boire à peu près 600 millilitres d'eau, en plus de ses aliments, d'eau, et pas de coca ou pas de boissons qui contiennent des alcaloïdes, des excitants, etc. Et un enfant de 35 kg, au moins 1 litre d'eau par jour.
Donc vous imaginez, les adultes, on est à 2 litres facilement. Et encore plus s'il fait chaud, et encore plus si on fait du sport, évidemment. Un autre point, c'est l'apport en énergie. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en énergie nutritionnelle, et notamment en glucose. Alors, pas des mauvais sucres, pas des sucres trop rapides, mais par contre, des sucres qui vont être amenés sous une forme, qui vont amener une libération constante. Et donc, l'importance du petit déjeuner qui démarre la journée pour démarrer le cerveau. On a tendance à mettre des sucreries, des cornflakes, des choses comme ça, des jus d'orange, voilà. Même s'ils sont frais, contiennent énormément de sucre et ça va entraîner en fait des hypoglycémies réactionnelles qui font que au milieu de la matinée, votre chérubin va piquer du nez en classe. Pourquoi? Parce que sa glycémie est montée d'un coup, le corps s'affole et va se mettre à stocker pour enlever tout ce sucre massif du sang. Et d'un coup, on va se retrouver en hypoglycémie. Et donc là, on a une baisse de régime. Donc pour le petit déjeuner, on va revenir tout à l'heure dessus. Ce qui va être important, c'est surtout d'amener des glucides complexes, mais avec une dominante de protéines et d'acides gras. Pourquoi? Parce que ces acides gras sont indispensables au fonctionnement et à la structure du cerveau, ainsi que les protéines qui vont être utilisées pour la création des neurotransmetteurs. On aura besoin également d'énormément de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, d'antioxydants qui vont être des cofacteurs nécessaires pour pouvoir faire toute cette transformation biochimique dans le cerveau. Tous ces messagers, on a besoin de tous ces éléments. Alors, ce soir, le sujet, c'est vraiment les oméga-3 qui sont indispensables au cerveau. On va parler de ces oméga-3. Alors, ce n'est pas depuis hier qu'on en parle, c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement étudié. Aujourd'hui, on ne peut plus dire « Ah oui, les oméga-3, c'est un effet de mode ». Non, pas du tout. Aujourd'hui, les oméga-3 sont extrêmement documentés. Et donc, là, c'est juste un tableau, je pourrais le changer parce qu'il date de 2010. Mais on voit qu'entre 1979 et 2010, on a eu plus de 20 000 articles scientifiques et études qui ont été publiés. Aujourd'hui, on est à 33 000 et je ne suis même pas sûre qu'il n'y en ait pas plus encore. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais vraiment, on a de quoi parler sur les oméga-3 et les effets qui sont donnés notamment sur le cerveau de l'enfance sont particulièrement bien étayés. Alors, c'est quoi un oméga-3 ? Tout simplement, c'est une structure, c'est une molécule formée par une chaîne de carbone qui sont liées à des ions hydrogènes. Voilà. Et donc, on les reconnaît parce qu'ils sont terminés par un groupement acide. Ce groupement acide, c'est COOH. Et donc là, sur la droite, vous voyez, il y a 3 sortes. Je ne sais pas si on voit le curseur quand je... Non, je n'ai pas le curseur là-dessus, je ne peux pas vous le montrer. Vous voyez, il y a les 3 types d'oméga-3 dont on parle le plus souvent. En premier lieu, c'est l'acide alpha-linolénique, qui est un acide gras qu'on va retrouver, un acide gras oméga-3 qu'on va retrouver principalement dans les végétaux, dans certaines huiles, dans les noix, les graines, et qui est extrêmement important, notamment pour la mitochondrie. Et donc, cet acide alpha-linolénique, c'est une chaîne de 18 carbones sur lequel il y a 3 insaturations, 3 liaisons. Et donc, on les appelle oméga-3 parce que tout simplement, en partant de la fin, les insaturations commencent sur le 3e carbone. Si on parlait d'oméga-6, ça serait sur le 6e carbone. Donc, vous avez l'acide alpha-linoléique, 18 carbones, 3 insaturations. Le PA, qui est un oméga-3 d'origine animale et qui est, lui, à 20 carbones et 5 insaturations. Et toujours le DHA, dont on va parler particulièrement tout à l'heure, qui est aussi un oméga-3 d'origine animale, qui est une chaîne à 22 carbones avec 6 insaturations. Et donc, tout simplement, oméga-3, parce que la première insaturation commence au 3e carbone. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Voilà. Donc, les oméga-3 dans l'alimentation, on va les trouver où? Alors bon, je vous donne un indice tout de suite parce que vous avez vu une petite sardine sur l'image. Ce n'est pas une surprise. Donc, on a ces fameux oméga-3 d'origine végétale que vous allez trouver principalement dans les huiles végétales, dans le colza, où il y en a énormément, l'huile de colza, dans le chanvre, dans la cameline, dans l'huile de lin, par exemple. Attention à ces huiles qui sont quand même très, très oxydables, surtout l'huile de lin.
Et donc, il y a des prudences de consommation. Il faut vraiment la consommer très, très rapidement et ne surtout pas la consommer si elle est oxydée. Ce sont des huiles fragiles. On va retrouver ces oméga-3 végétaux, mais aussi dans certains légumes à feuilles vertes, comme le brocoli, les épinards, la laitue. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le pourpier qui pousse parfois comme dans les jardins, on arrache ça comme une mauvaise herbe. C'est une espèce de plante grasse qui se mange en salade et qui est extrêmement riche en oméga-3. On va le retrouver dans certaines graines et noix. Donc le lin, le chia, vous les connaissez, ils sont riches en acide alpha-linolénique. Et les noix sont pourvoyeuses énormément d'acides gras, voilà, comme les graines de chanvre. On va retrouver dans le monde animal des oméga-3, cette fois-ci sous forme d'EPA et de DHA, et on va les trouver principalement dans tous les poissons gras, le hareng, la sardine, le thon, le saumon, le maquereau, les anchois, mais aussi dans une certaine mesure dans le rouget, on va le retrouver dans les truites, aussi dans le flétan. Voilà, ce sont des acides, des animaux qui ont des grosses richesses, et donc tous ces petits poissons bleus qui vivent dans les mers froides, eh ben, tout simplement, ils développent énormément de graisse pour pouvoir se protéger dans des eaux aussi froides. Et donc, on a une abondance d'oméga-3 qui sont dans leur chair. Un maquereau au printemps, bien gras, va pouvoir contenir jusqu'à 9 grammes d'oméga-3. Donc, c'est vraiment intéressant à consommer. Et puis, on va en trouver aussi de ces oméga-3 dans certains autres aliments, dans une quantité un petit peu moindre, mais qui, par contre, sont toujours des apports qui sont intéressants. Dans les œufs de plein air, des poules qui ont pu consommer de l'herbe, des graines, des insectes, des vers de terre, etc., qui ont été, voilà, elles vont avoir une chair enfin, elles vont produire des œufs qui ont un jaune qui va être plus riche en oméga-3. Également, ça va se retrouver dans les œufs qui sont produits dans la filière bleu-blanc-cœur, qui est une filière qui garantit en fait une nutrition des poules avec des graines de lin qui sont riches en oméga-3. Et donc, la poule va convertir ces graines de lin en EPA et DHA qu'on va retrouver dans le jaune d'œuf. Donc, c'est un apport qui est intéressant. Et quand vous allez dans votre magasin, si vous trouvez des produits, pas que les œufs d'ailleurs, hein, ça peut être de la viande, ça peut être des produits laitiers. Si vous trouvez le label bleu blanc cœur, c'est ceux-là qu'il faut acheter parce que ce sont les plus riches en oméga-3. Alors, pour vous dire quel est mon intérêt, est-ce que je dois consommer principalement des acides gras d'origine végétale pour avoir ces oméga-3? Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il me faut aussi des oméga-3 qui viennent du monde animal? Et bien, en fait, la réponse, il faut les deux. Alors, bien sûr, celui qu'on appelle l'acide gras essentiel, c'est l'acide alpha-linolénique qu'on trouve dans les végétaux. Donc, tout à l'heure. Celui-là est fondamental, on le trouve dans un certain nombre d'aliments et on sait qu'il existe au sein de l'organisme une possibilité de conversion de cet acide gras végétal en animal parce qu'on a besoin, nous, de DHA et de PA principalement, mais cette possibilité, elle est vraiment infime. Donc, on est obligé d'avoir des apports en oméga-3 sous forme animale, sous forme DHA et EPA, parce que en réalité, notre possibilité de conversion, elle est très faible et on n'aurait pas suffisamment d'oméga-3 si on ne consommait que du végétal. Par contre, il ne faut pas dire prendre que l'animal au détriment du végétal, c'est un bon équilibre des deux qu'il nous faut. Et donc, voilà. Donc, s'il y en a 95% qui est brûlé, notamment par la mitochondrie pour faire de l'énergie, on va en convertir au maximum 5% en DHA pour le corps, ce qui est très insuffisant. Donc, la source animale est indispensable, que ça soit dans les poissons gras, dans les œufs ou dans les viandes avec le label bleu blanc cœur. Voilà, ça c'est un petit zoom sur ce que je viens de vous dire. C'est que cet acide gras, acide alpha-linolénique, est capable de se transformer avec plusieurs transformations en DHA, qui va être la forme ultime pour notre cerveau et le cerveau de l'enfant, mais ça nécessite un certain nombre de conversions et la présence en fait d'une enzyme, delta-6 désaturase, qui nous fait souvent un petit peu défaut
pour différentes raisons, soit parce qu'on est trop jeune, soit parce qu'on est trop vieux, soit parce qu'on a une insuffisance hépatique, et parce qu'on a des carences micronutritionnelles. Tout ça, il y a tout un tas de facteurs parce qu'on a des toxiques dans le corps qui fait que cette enzyme ne peut pas être tout le temps au top. Et donc, on a une très faible conversion. Et si on voulait uniquement avoir notre DHA nécessaire pour le cerveau, et le cerveau de l'enfant sous forme végétale, il faudrait qu'on consomme au minimum 250 millilitres d'huile de colza par jour pour avoir la quantité minimale de 250 mg de DHA disponible pour le corps. Donc vous voyez que la conversion est quand même très très faible et qu'on a intérêt de se débrouiller un petit peu autrement. D'ailleurs, là aujourd'hui, on a déclaré l'acide alpha-linolénique comme étant essentiel et pas le DHA et le PA. Ce sont probablement des choses qui vont changer dans les années à venir, c'est-à-dire que le DHA et le PA seront probablement déclarés comme essentiels également. Alors, les oméga 3, vous vous souvenez peut-être ça. Alors, moi, je l'ai connu avec une grand-mère, il y a fort, fort longtemps. Voilà, je ne sais pas, sans doute il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi dans l'Assemblée. La fameuse distribution d'huile de foie de morue absolument infecte, mais ô combien nécessaire. Alors, cette huile de foie de morue, ben, tout simplement, elle était très riche en oméga 3 et en vitamines A, D et E, donc qui sont des vitamines liposolubles et donc qui apportent vraiment les bases d'une bonne immunité, d'un bon développement des enfants. Et c'est pour ça qu'on les donnait de façon très fréquente à une époque. Et donc c'est là une image de l'UNICEF qui nourrissait les petits écoliers, les orphelins, pour leur donner une meilleure chance dans la vie. Ces huiles-là étaient particulièrement peu ragoûtantes au goût, parce que très oxydés. Vous imaginez les bateaux de pêche qui partaient pendant 3 semaines, 1 mois, qui allaient pêcher les morues, et puis bon, il n'y avait pas les frigos et les congélateurs à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est des techniques bien différentes, les poissons sont traités directement sur le bateau, et donc il n'y a plus ces phénomènes d'oxydation à ce point-là. Et donc on a un goût qui est largement meilleur. Le cerveau, donc si on prend le cerveau, donc je vous ai dit, c'est à peu près entre 85 et 75% d'eau. D'accord. Donc dans les 25% qui restent, c'est de la matière, ce qu'on appelle la matière sèche. C'est à peu près, on va dire, 40-50% d'acides gras. Et dans ces acides gras, l'acide gras essentiel qui va composer le cerveau, c'est ce fameux DHA que vous voyez là. Donc vraiment un oméga 3 qui est un constituant majeur du cerveau, avec une certaine quantité d'acide arachidonique qui est très importante aussi pour le développement de l'enfant, du cerveau de l'enfant. Donc on a une espèce de balance avec plus de 30% de DHA dans le cerveau de l'enfant et à peu près entre 10 et 15% d'acide arachidonique. Et évidemment, la bonne santé, elle intervient quand ça reste dans ces proportions-là. Si la mère est carencée en oméga, il n'y aura pas assez de DHA qui va être disponible pour la formation du cerveau de son bébé. Pardon. De la même façon, dans la rétine, donc les organes de la vision, ce sont aussi des organes qui sont constitués d'énormément d'oméga 3. Donc là, on a 35% de DHA dans la rétine. C'est très, très important. Ce sont des constituants majeurs. Ces oméga 3, en fait, ils vont au fur et à mesure de la grossesse servir de constituant pour toute la structure, les structures nerveuses, que ça soit le cerveau, que ça soit les yeux, que ça soit les nerfs avec les gaines de myéline. Ces oméga 3 sont indispensables. Et donc, il y a des études qui sont très nombreuses sur ce sujet qui montrent que quand on donne des oméga 3 sous forme de DHA à la mère pendant la grossesse et durant la lactation, ça s'accompagne d'un meilleur développement cognitif pour le bébé. Un bébé qui va avoir un développement cognitif optimal, en fait. Et à l'inverse, d'autres études ont bien signalé que quand il y avait des carences en oméga 3 pendant la gestation et pendant l'allaitement, eh ben, c'était associé à des retards psychocomportementaux. Et on peut avoir des difficultés. Donc c'est une des raisons qui peut expliquer les épidémies qu'on a aujourd'hui en termes de troubles 10, troubles neurodéveloppementaux, etc. Alors tous ces troubles, TDAH, autisme,
troubles 10, etc., ce sont des troubles multifactoriels. Et les oméga-3 sont une des raisons, mais c'est vrai que dans notre alimentation aujourd'hui, on est victime de plus de 40 ans de lipidophobie, et donc on a perdu d'énormes sources de bonnes graisses dans notre alimentation. Aujourd'hui, en fait, on sait, avec tout le recul qu'on a, que pour être en bonne santé, il faut avoir, au niveau de ces membranes cellulaires, dans ces tissus, un rapport à peu près d'un oméga-3 pour 3 oméga-6. Alors là, j'ai représenté la cellule comme une espèce de, la membrane de la cellule comme une espèce de collier de perles. Et vous pouvez voir, donc en fait, les oméga-3 en jaune, les oméga-6 en rouge. Et donc, l'équilibre idéal, ça serait un oméga-3 pour 3 oméga-6, voire 4 oméga-6. Voilà, on est à peu près dans ces équilibres-là. À l'heure actuelle, en France, en Europe, on est plutôt dans un équilibre d'un oméga-3 pour 10 à 15 oméga-6. Ça a des conséquences qui sont majeures. Ça veut dire qu'on a des membranes qui ont des déséquilibres lipidiques et qui font qu'il y a beaucoup plus d'inflammation, des échanges cellulaires qui se font beaucoup moins, des neurones qui sont beaucoup moins fluides et qui vont conduire à de l'inflammation, à des problèmes cognitifs, à des troubles de l'humeur, à des problèmes visuels, à des problèmes hormonaux, etc. Le DHA, les oméga-3 et particulièrement le DHA, ça représente 40% de la masse sèche du cerveau. C'est énorme. C'est une très, très grande part. Et si je peux en profiter pour même préciser sur le rapport oméga-6-3, donc on est en moyenne de la population européenne à 15 oméga-6 pour un oméga-3, mais chez les moins de 25 ans, on est même au-delà, on est à 25 oméga-6 pour un oméga-3. Tout à fait. Et dans certaines populations, comme aux États-Unis par exemple, on peut aller jusqu'à 50 oméga-6 pour un oméga-3. Donc il y a vraiment, de manière générale, dans la population, un gros déséquilibre entre les oméga-6 et les oméga-3. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas assez d'oméga-3 ? Donc vraiment, ces oméga-3 dans la période périnatale de 3 mois à 3 ans, c'est vraiment la période d'incorporation dans le cerveau de ces omégas. Et donc, il va y avoir une altération de la vision chez le jeune enfant, des altérations de l'audition, donc tous les organes sensoriels qui ont une origine nerveuse, une altération des capacités d'apprentissage et de la cognition, de la mémoire, etc. Un comportement émotionnel altéré. Pourquoi ? Parce que ça va jouer sur les neurotransmetteurs. Une altération de la sensibilité au sucre. Je l'ai mis aussi, mais parce que c'est un facteur concomitant, tout simplement parce qu'on a besoin de membranes souples pour que tous les mécanismes de la cellule qui viennent gérer le sucre puissent le faire. Donc, on a des gros troubles de santé qui sont liés à ces carences en oméga-3. Alors, rapidement, pourquoi ça pose problème, ces carences en oméga-3 ? Tout simplement parce qu'au niveau des cellules, on a une perte de la fluidité membranaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous ai dit, une cellule, c'est un collier de perles sur lequel sont enfilés des oméga-3, des oméga-6, et donc c'est des perles de graisse, et donc normalement, quand il y a assez d'oméga-3, il y a une grande fluidité, une souplesse qui fait que facilement les nutriments peuvent rentrer et les déchets de la cellule s'éliminer. Quand on a des membranes cellulaires ne sont pas assez riches, au contraire, la cellule va un petit peu se scléroser et il va y avoir des difficultés d'échange, une perte de fluidité, et donc on va avoir des malabsorptions cellulaires pour avoir les vitamines, les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments qui sont nécessaires au fonctionnement de la cellule. Et puis de la même façon, donc ça va avoir des impacts à la fois au niveau de l'intestin. Et pourquoi ? Parce que c'est une muqueuse qui est constituée de membranes lipidiques. Et si cette membrane n'est pas en bonne qualité, on ne peut pas bien assimiler les nutriments qu'on mange. Donc, on a besoin d'oméga-3 aussi au niveau de cette muqueuse intestinale. Mais dans le cerveau, en fait, toute cette rigidité cellulaire va entraîner aussi d'autres problèmes, des problèmes de neurotransmission, d'échange, et donc ça va faire des neurotransmetteurs qui ne se pas bien ou qui se diffusent mal, et donc ça va interférer en fait avec tous ces mécanismes de pédale d'accélération, pédale de frein, entraînant de l'anxiété, des troubles du comportement, des difficultés de la concentration, etc., même de la dépression. Là, on fait un petit zoom sur ce qui se passe dans le cerveau de synapse.
on a la production de dopamine. Alors, la dopamine, c'est un auteur qui, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que vos enfants en ont besoin pour pouvoir se concentrer. Ce qui fait que le matin, ils sont motivés d'aller à l'école et qu'ils sont attentifs et concentrés en mode apprentissage et qu'ils arrivent à mémoriser, c'est qu'ils ont des bons taux de dopamine qui sont fabriqués à partir d'un acide aminé, donc protéines, et donc normalement aux grandes machineries comme ça, on fabrique ce neurotransmetteur, cette dopamine, qui doit être libérée dans la lumière entre ces deux synapses, en passant, c'est un phénomène d'exose, en fait, en passant à travers la membrane, parce qu'elle est extrêmement fluide, donc c'est comme des petites perles qui sont libérées à travers la membrane. Et qu'est-ce qui se passe quand cette membrane, mais elle n'a pas assez d'oméga 3, DHA, elle est beaucoup moins fluide. Et de ce fait, on a une rigidité, donc ça va intervenir à la fois sur la quantité de dopamine qui peut être produite, à la fois sur une espèce de dérivation, c'est-à-dire que cette dopamine, ben, elle ne va pas tout être active, elle va être dérivée en fait, dans un composé qu'on appelle dopa qui est inactif. Et ce peu de dopamine qui a été fabriqué va peiner à être libéré parce que les membranes seront rigides. Et donc là, on a un impact colossal sur la capacité de concentration, d'apprentissage, de calme aussi hein, de l'enfant. Ça va intervenir aussi sur sa vision. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de vision parce que la rétine, c'est un tissu très très riche, c'est peut-être le tissu le plus riche en DHA, plus que le cerveau encore. Donc on en a vraiment besoin et donc tous les mécanismes de vision qui font que le photon est transmis en messager, se transforme en message nerveux. Ce processus nécessite une grande flexibilité de cette couche lipidique et à ce moment-là, quand le DHA manque, on a une rigidité qui ne permet pas une bonne vision. Par contre, quand il y en a beaucoup, ben, ça favorise justement cette rhodopsine, l'action de cette rhodopsine sur les bâtonnets. Un autre point important sur lequel il faut souligner, c'est que ces molécules d'oméga 3, principalement sous forme EPA et également un peu sous la forme DHA, vont être des molécules qui sont des précurseurs des molécules anti-inflammatoires. C'est-à-dire qu'on a un processus dans le corps, ça s'appelle l'inflammation, c'est un truc absolument génial. Ça sert à guérir, donc à grandir, à se développer, à guérir. Donc, quand le cerveau pousse, se développe chez l'enfant, il y a un peu d'inflammation, c'est normal, mais une fois qu'il a fini, ça s'arrête. Quand un petit virus, quand on a fait une chute, on s'est coupé, on s'est cassé un os, etc. Il y a de l'inflammation. Tout ça, ça sert à amener les agents qui vont venir réparer sur la zone. Voilà. Mais ça a une durée limitée. C'est une inflammation aiguë qui va vraiment proposer, en fait, c'est une réaction de défense normale qui va permettre de lutter, de réparer, de restaurer le corps. Ça a un début, ça a une fin. On a, par contre, une inflammation, ce qu'on appelle de bas grade ou à bas bruit, qui peut s'installer et qu'on retrouve de façon très chronique et qui est très en lien avec ces carences en oméga. C'est-à-dire que moins il y a d'oméga pour sécréter les molécules anti-inflammatoires, plus le corps a du mal à se réguler et à revenir à la normale. Et donc, il y a parfois des inflammations, et très souvent, même, je ne dis même pas parfois, c'est très souvent des inflammations de bas grade qui se mettent en route. Et c'est quoi? C'est comme les braises sous la cendre, vous voyez, on croit que le feu est éteint, mais pas du tout. L'inflammation continue d'avoir lieu, il y a des braises, on ne les voit pas, on ne le sent pas vraiment, on ne fait pas le lien, et puis un jour, il y a quelque chose qui explose. Voilà. Et donc, c'est une réaction de défense anormale qui intervient quand le corps a déjà du mal à se réguler, qu'il lui manque des agents anti-inflammatoires pour revenir à la normale. Et c'est un processus qui épuise l'organisme et qui fait le lit de toutes les maladies chroniques. Une autre type d'inflammation, c'est la neuroinflammation, c'est-à-dire c'est une réaction inflammatoire du cerveau qui existe quand il y a aussi, c'est comme un processus immunitaire qui va réguler l'état du cerveau et qui va protéger les neurones à court terme, mais s'il existe à long terme,
va au contraire poser problème parce qu'on va entraîner un épuisement et une difficulté de fonctionnement des neurones d'une façon correcte. Alors, ces molécules oméga 3, on voit qu'elles sont des précurseurs. Alors là, c'est très schématique, hein. L'oméga 6, acide arachidonique, celui qu'on trouve le plus souvent, à petite quantité, il est bien, à grande quantité, il va produire ce qu'on appelle des prostaglandines de type 2 et qui sont des prostaglandines, des molécules hyper-inflammatoires. Et c'est malheureusement dans notre alimentation et notre mode de vie un acide gras qu'on a en majorité. Et donc, on a ces inflammations qui viennent de façon constante. Et donc, on a les oméga 3 qui viennent contrebalancer ça sous forme de PA, qui vont être générés au contraire des PGE3, qui sont anti-inflammatoires, et tout un tas de molécules comme les résolvines, qui sont des précurseurs de molécules anti-inflammatoires. Et donc, on a effectivement le DHA qui va aussi tout particulièrement sécréter des neuroprotectines, c'est-à-dire des molécules anti-inflammatoires pour le cerveau et le système nerveux. Rapidement, parce que le temps passe. Voilà, c'est tout un système complexe et on voit ici que les oméga 3, donc c'est en vert, hein, peuvent intervenir directement sur le cerveau, les synapses, la microglie pour amener de l'anti-inflammation. Et cette neuroinflammation, elle est commune à tous les enfants qui sont porteurs d'un trouble de neurodéveloppement, un trouble de l'apprentissage. Ils ont pour point commun d'être absolument tous avec un état de neuroinflammation. Alors, ces apports d'oméga 3, vous avez compris que c'est très important pour l'alimentation, surtout que les enfants, s'ils mangent du poisson, ils vont manger surtout du poisson blanc, hein, les petits carrés, les poissons carrés avec pané, voilà. Il y a très peu d'oméga 3 dedans, il y a des protéines, mais pas vraiment d'oméga 3. Donc, les enfants sont particulièrement exposés aux carences, et alors que c'est un nutriment absolument essentiel pour leur fonctionnement. Donc, je vous ai sorti quelques études, notamment sur la performance cognitive des nourrissons, suite à des apports de DHA pendant la grossesse. On a donné à des futures mères des compléments en DHA, et ensuite on a fait pratiquer des tests cognitifs sur les bébés et les jeunes enfants, et on s'est rendu compte que les enfants qui avaient bénéficié d'apports de DHA via la mère avaient un développement du langage beaucoup plus développé. Et que ceux qui étaient en carence d'oméga 3, au contraire, avaient des difficultés à développer le langage. Alors, il y a tout un tas de tests, ils comptent le nombre de mots, etc. Et donc, c'est vraiment une étude qui est intéressante, mais encore une fois, c'est une étude parmi tant d'autres, parce qu'il y en a toujours de plus en plus. Les oméga 3, ils vont intervenir aussi sur la capacité de concentration. Donc là, on a vraiment l'exemple de la dopamine, tout simplement parce qu'ils vont permettre à la fois d'avoir un cerveau qui n'est pas enflammé et un cerveau qui peut produire de la dopamine de bonne qualité et surtout qui sera bien libéré au niveau des neurones. Donc, on a, sur cette étude, fait des apports, alors ça, c'est sur des jeunes adultes, hein, des apports de DHA et de PA sous forme de suppléments, et on leur a fait faire des tests de mémoire avant-après, et on s'est aperçu que par rapport au groupe placebo, on avait quand même des améliorations très significatives des capacités de mémorisation et d'apprentissage. Important. Donc là, ça veut dire que si vous donnez en fait des compléments, donc si vous prenez quand vous êtes enceinte, quand vous allaitez votre enfant, des compléments en oméga 3 sous forme DHA et EPA, ça va bénéficier aux capacités cognitives de l'enfant, mais ça va aussi lui permettre de développer sa capacité de concentration, même si vous le donnez jusqu'à l'âge adulte. Vous voyez, ça marche pendant la période de conception et l'allaitement, mais ça marche également pour des apports sur un cerveau déjà bien formé. On a des résultats jusqu'à l'âge adulte. Une autre étude qui a pu démontrer que les enfants qui manquent d'oméga 3 mémorisent moins bien. Donc là, encore une étude, 52 enfants, des enfants de cette fois-ci de 7 à 9 ans. Donc on a évalué leur mémoire, on a analysé parallèlement tout leur régime alimentaire. Et en les ramenant au poids, hein, parce qu'il y a des énormes variations de poids sur les enfants, suivant là où ils en sont de leur croissance, on a pu constater que ceux dont l'alimentation était le plus riche en oméga 3 avaient
une capacité de mémorisation qui était beaucoup plus performante, que ce soit pour la mémoire relationnelle ou la mémoire visuelle. La performance scolaire, une autre étude de 2013 cette fois, donc on a pris 493 enfants qui sont âgés de 7 à 9 ans, des filles, des garçons qui n'avaient pas particulièrement de difficultés majeures, mais qui avaient un petit retard en lecture, donc qui étaient en retard par rapport à ce qu'on attend à leur âge au niveau des apprentissages de la lecture. On a fait des analyses de sang et on a pu regarder ce qu'on avait en quantité de PA et de DHA, et on s'est aperçu qu'en fait, on avait que tous les enfants qui présentaient des taux réduits en DHA avaient des capacités de lecture et de mémoire et de performance scolaire donc plus faibles. Et donc les enfants qui mangent du poisson moins de 2 fois par semaine, eh bien, ils ont plus de facultés à être en carence d'oméga 3 et donc à avoir des problèmes de performance scolaire. Et d'autre part, la corrélation inverse a été trouvée, c'est que plus il y a d'oméga, moins il y a de troubles de l'attention chez ces enfants. Voilà, une autre étude qui a, voilà, où on retrouve l'étude Adélaïde, qui est une étude qui est assez connue, donc qui montre qu'avec un apport d'oméga 3, juste 3 mois de supplémentation chez l'enfant, on a une amélioration énorme au niveau de l'impulsivité, de l'agitation, de l'attention, etc. Donc là, on voit bien en jaune toutes les modifications qui ont été apportées sur les troubles de l'opposition, la stabilité émotionnelle, la sociabilité, l'hyperactivité, les fonctions cognitives, etc. Alors là, je passe rapidement parce que ça concerne les enfants qui sont porteurs d'un trouble du TDAH, des troubles de l'humeur, et donc on voit que les enfants qui ont reçu une supplémentation en oméga 3 ont effectivement beaucoup moins de troubles. Donc ça rejoint l'étude précédente. Les enfants français manquent d'oméga 3, c'est une véritable catastrophe. Je vais peut-être allumer ma lumière, je ne sais pas si vous me voyez encore. Je vous demande un petit instant. Qu'on vous voit. Voilà. Il faisait beau tout à l'heure, mais ça y est. Toujours pas de questions, sinon, par rapport à la présentation. C'est bon? Donc, les enfants français manquent énormément d'oméga 3, donc c'est ce que vous précisiez tout à l'heure. Les enfants, en fait, ont très peu de sources d'alimentation. S'ils ne mangent pas de poisson, où vont-ils trouver leurs oméga 3 sous forme DHA, EPA? Alors, voilà. Donc, l'idée, c'est non seulement de manger plus de poissons, mais de manger plus de poissons gras. Alors, vous lirez tout ça. Donc, effectivement, voilà, c'est vraiment une étude qui a montré que sur toutes les populations d'âge, on avait, que ce soit les 3-10 ans ou les 11-17 ans, on avait des carences qui étaient de 80 ou 90% des enfants qui présentaient des taux beaucoup plus faibles que les minimums recommandés. C'est-à-dire que les minimums recommandés par les études, ils sont en train d'évoluer chaque année, pas chaque année, mais ils évoluent régulièrement, et même par rapport à ces minimums, ils sont déjà 90% en carence dessus. Donc on est vraiment loin, on a un énorme progrès à faire. Les différentes sources d'aliments riches en oméga 3, les poissons gras. Alors vous allez me dire comment faire manger de la sardine, du hareng, du maquereau, du saumon, du flétan ou des anchois à des enfants. Ce sont les sources majeures. Alors, il y a des astuces. Il y a des enfants qui aiment ça déjà, qui adorent les sardines en boîte. Donc, ne vous en privez pas. Si elles sont de bonne qualité, les boîtes, prenez des boîtes bio. Enfin, voilà, c'est vraiment une source qui est facile à mettre en œuvre. Mais vous pouvez en faire des rillettes. Vous pouvez en faire donc cru, quand le poisson est cuit à basse température de préférence ou issu d'une boîte, on va le réduire en tartinade avec une cuillère de yaourt végétal ou animal, un petit peu de jus de citron, des petites herbes. Voilà.
et ça peut se manger sur une tartine. On va trouver aussi des apports d'oméga 3 dans les produits de la filière bleu blanc cœur, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être des laitages, des œufs, de la viande, et c'est un apport qui est non négligeable. Et sous forme végétale, on va les trouver dans des huiles de type colza, cameline. Alors le lin, l'huile de lin, je sais qu'elle est très riche, mais pour moi, je ne la recommande pas parce qu'un coup sur deux, on la laisse traîner, elle s'oxyde tellement rapidement, elle est tellement fragile que ça en fait pire que mieux, je dirais. Donc la graine de lin moulue dans les salades, oui, mais l'huile de lin, malheureusement, elle est très instable et donc il vaut mieux partir sur une huile de colza qui va en contenir un peu plus. Toutes les noix de Grenoble, c'est formidable pour les enfants. D'ailleurs, vous avez vu sa structure, on dirait un cerveau. C'est un aliment très riche en cerveau, notamment pour la présence en acide alpha-linolénique, donc l'oméga 3 végétal, et donc vous pouvez en donner tous les jours, notamment là, pendant l'hiver, une dizaine de noix. Enfin, donc on a une petite mesure de la main, c'est des noix et des graines, le creux de la main, donc on est à la taille de l'enfant, et c'est des apports énergétiques qui sont très bien. Et donc les graines, évidemment, les graines de chia, les graines de lin, les graines de chanvre, que vous pouvez mixer au dernier moment, réduire en poudre et mettre dans les salades, mettre dans une préparation, etc. Alors, on a une question sur amandes et noisettes également. Oui, alors amandes et noisettes, ce sont surtout des oméga 6. Donc il y a plein de bonnes choses et il ne faut pas se priver de manger des amandes et des noisettes, mais ça ne peut pas amener des apports suffisants en oméga 3. Les oméga 3, ça va vraiment être les noix et les graines de lin, les graines de chia qui sont là. Donc en fait, il faut vraiment avoir un équilibre. Mais il faut aussi les autres graisses. Hein. Donc ne vous privez pas de manger des amandes, des graines de tournesol, des noisettes. Voilà, mais il faut forcer sur les oméga 3 parce qu'on est déjà très très loin. Une petite diapo rapidement pour rappeler, en fait, en jaune, différents types d'huile, et vous voyez qu'en fait, les oméga 3, c'est jaune et elles sont finalement assez peu présentes dans les huiles végétales qui sont à notre disposition. L'huile de lin en contient majoritairement, mais tellement qu'elle en est instable et finalement elle s'oxyde, c'est comme si elle rouillait. Donc c'est pas forcément très bien pour le corps si on l'a laissée un petit peu trop longtemps ouverte. Donc délicate à utiliser. La cameline aussi, alors la cameline on la connaît pas bien, mais c'est une huile qu'on trouve, voilà, si elle est artisanale et bio, c'est formidable. Et l'huile de colza en contient un petit peu, mais de façon beaucoup plus stable, donc assez intéressante comme huile que vous pouvez utiliser crue ou cuite à basse température. Alors, pas l'huile de colza raffinée, l'huile de colza biologique dans une bouteille en verre. Voilà. Et dans l'huile de noix, on en trouve également un peu, on va en trouver un peu dans l'huile de germe de blé, dans l'huile de soja, mais voilà, ce sont des huiles un peu particulières pour le quotidien. Vraiment, introduire l'huile de colza, c'est formidable. Et puis, pour les enfants, ben voilà, c'est tellement difficile aujourd'hui avec les modes de vie qu'on a, l'alimentation et les retards qu'on a pris sur nos stocks en oméga, que c'est vraiment important. Moi, je supplémente, je fais des analyses de sang pour vérifier le profil des acides gras, justement, et les taux d'acides gras. Je ne trouve pas un seul enfant qui a un bon taux d'acides gras, sauf s'ils sont supplémentés au bout d'un moment, évidemment. Mais voilà. Donc, c'est important d'apporter un supplément qui va être il faut des garanties de qualité, mais ça, je laisserai toute votre belle équipe exposer ça. Et il faut, ça peut être en capsule que vous percez, que vous ouvrez et que vous prenez, vous rajoutez à une compote, à un yaourt, etc. Ou dans le biberon quand c'est un jeune enfant. Ça peut être à la cuillère pour la forme végétale, mais aussi animale. Il y a des préparations qui sont liquides et qui sont aujourd'hui avec un goût qui sont tout à fait acceptables, aromatisés, sans odeur de poisson, enfin, très faible. Les apports journaliers conseillés, les minimums, pour les enfants et les ados, c'est 250 mg à peu près, les bébés 100 mg, et les femmes enceintes et allaitantes, c'est 400 mg. Ces dosages-là, ce sont des dosages pour des personnes qui ont déjà des bons taux d'oméga. C'est juste leur dosage pour la journée pour fonctionner. Si vous partez avec des carences importantes, il va falloir multiplier ces dosages.
C'est-à-dire qu'il faut d'abord remonter le taux et ensuite on aura ce qu'il faut pour fonctionner. Vous voyez, donc en fait, on utilise des doses de correction souvent pendant 2, 3 mois, 4 mois pour remonter le taux et après on baisse un petit peu la dose pour l'entretenir. Donc on va multiplier par 2, 3, 4 parfois les dosages qui sont proposés. Et ces acides gras se consomment de préférence pendant les repas parce que tout simplement, il faut des enzymes pour les digérer. C'est un aliment. C'est un aliment et donc il faut que les enzymes digestives soient mis en jeu pour bien les métaboliser. Et donc, préférence au milieu d'un repas, c'est toujours plus facile. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. Donc, je vais faire rapidement aussi pour vous présenter. On a une question sur les oméga 3 conseillés. Alors, je vais essayer de partager mon écran. J'espère que vous le voyez. C'était pour vous présenter la gamme Norsam en fait. Donc nous proposons 4 gammes qui sont chacune déclinées en version liquide ou en version capsule. Donc nous avons la gamme totale qui est à base de petits poissons gras, donc qui est 100% naturel et qui a la particularité d'être hautement dosé en EPA. Donc l'EPA, on va le recommander contre tout ce qui est inflammation, puisque l'organisme est capable aussi de convertir les EPA en DHA si nécessaire. Donc le total, c'est vraiment celui qu'on va recommander le plus souvent dans la majeure partie des cas. Vous avez également la gamme vegan. Donc la gamme vegan, en fait, c'est à partir d'une microalgue marine qui s'appelle Schizochytrium sp, qui est particulièrement hautement dosé en DHA. Et en fait, il va vous apporter les mêmes oméga 3 EPA DHA que les huiles de poisson, mais qui vient remplacer, voilà, si vous ne souhaitez pas consommer de poisson ou d'huile de poisson, qui va vraiment être une très bonne alternative, qui n'aura pas d'impact en plus sur l'écosystème marin, puisqu'elle est cultivée en bassin de mer artificielle. Donc voilà, avec un beau produit pour les personnes qui ont une alimentation végane surtout. Nous avons également la gamme Arctis. Donc la gamme Arctis qui est de l'huile de foie de morue 100% naturelle et qui, elle, est également particulièrement hautement dosée en DHA. Donc comme vous l'avez vu pendant la présentation, tout ce qui va être DHA, donc on va le recommander pour le maintien de la vision et de l'activité cérébrale. En majeure partie, et pour les femmes enceintes à partir de 3 mois de grossesse, effectivement, pour le développement du fœtus. Et donc, nous avons aussi la gamme enfant, qui, elle, est un mélange d'huile de foie de morue et de poisson qui sont 100% naturels également. Vous avez une posologie qui est adaptée aux enfants avec un équilibre EPA-DHA. Et donc, la particularité aussi, c'est que vous allez avoir une huile qui est sans sucre ajouté, contrairement à certaines marques, et à l'arôme naturel. Alors, vous avez l'arôme naturel d'orange pour la version liquide et de fraises et citron pour les pastilles gélifiées et mâchées qui sont à partir de 3 ans. Donc, en général, ça passe très bien. Vous pouvez aussi le mélanger à l'alimentation froide. Donc, ça permet un petit peu de le masquer dans une compote, un yaourt, etc. Je ne vois plus forcément vos questions en même temps. Donc n'hésitez pas si jamais dans le chat, et puis on y reviendra à la fin. Comme on est déjà assez tard, je vais vous passer donc, toute la partie sur l'index oméga 3, oméga 6. Vous avez bien compris, je pense, via la présentation, que l'ensemble de la population est carencée en oméga 3. Qu'on est loin de l'index oméga 3 idéal qui devrait être supérieur à 8%. Et donc, comme on l'a mentionné effectivement également, vous avez un gros déséquilibre oméga 6, oméga 3 qui est fortement lié à l'alimentation actuelle. Donc, on va consommer beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc, les oméga 6, nous, on conseille aussi de les limiter au maximum. Donc, en limitant donc, les viandes qui sont issues de l'industrie agroalimentaire, donc avec des animaux qui sont nourris à base de soja ou de farines animales. Donc, effectivement, privilégier la filière bleu blanc cœur
Donc, vous allez avoir des produits qui sont riches en oméga 3 également. De limiter aussi tous les produits qui contiennent de l'huile de soja et de l'huile de tournesol. Donc ça va être très présent dans tous les produits transformés et donc évidemment aussi dans tous vos plats déjà préparés. Et puis en parallèle, effectivement, de consommer le plus possible d'oméga 3 via l'alimentation directement, donc en consommant davantage de sardines, maquereaux, harengs, parce que c'est vrai qu'on a tendance à manger surtout du cabillaud et du saumon, mais pas pour vous donner un exemple, le saumon, il faudrait consommer 3 kg de saumon par jour, enfin de cabillaud par jour, pour avoir 2000 mg d'oméga 3 par dose journalière. Donc c'est non seulement compliqué, mais en plus peu recommandé, puisque l'ANSES conseille de ne pas prendre plus de 2 fois par semaine des oméga 3, pardon, excusez-moi, des poissons à cause des PCB polluants métaux lourds. Donc voilà, j'essaie vraiment de vous synthétiser au maximum. Et donc, pour parler plus en détail de Nonorphan, en fait, donc vous avez des produits qui sont hautement dosés naturellement. Donc ça, on insiste beaucoup sur ce point. En fait, ce ne sont pas des oméga 3 qui sont modifiés chimiquement pour être hautement dosés, puisque les matières naturelles utilisées sont de haute qualité, qui nous permettent justement d'avoir ces 2000 mg d'oméga 3 par dose journalière. Ça, c'est très important. Ce sont des produits aussi qui ont une qualité et une pureté exceptionnelles parce qu'ils sont certifiés par des organismes indépendants. Donc pour Norsan, on a 5 sur 5 sur la notation IFOS, donc sur tous les critères, on a la note maximale. Et puis on a également la certification Friends of the Sea, donc qui garantit une pêche sauvage et durable. Donc ça veut dire en fait, dans des eaux où le taux de renouvellement des espèces est suffisant. Donc, je vous le disais, on a les versions qui sont liquides ou en capsule. On va généralement recommander la version liquide parce que c'est la forme la plus naturelle possible. Après, voilà, les capsules, ça va être en fonction des goûts de chacun et c'est effectivement aussi pratique en déplacement. Donc, ce sont des produits qui sont aujourd'hui recommandés par plus de 5000 médecins et thérapeutes. 9 clients sur 10 sont satisfaits. Et donc, nos oméga 3 sont aussi utilisés par des sportifs de haut niveau qui sont convaincus aussi du bienfait des oméga 3. Je vais arrêter le partage peut-être pour revoir vos questions. Je ne sais pas s'il y en a eu depuis. Je n'ai pas l'impression. Donc, voilà. J'espère que ce n'est pas trop rapide sur la fin, mais je ne veux pas trop déborder non plus, parce que vous voulez aussi profiter de vos soirées, je pense. Donc, si quelqu'un a encore une question, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis sinon, alors, pour répondre aussi à une des autres questions précédentes, nous, on va vous envoyer le replay du webinaire dans la semaine. Donc, vous aurez accès au replay complet. Et sachez aussi que l'ensemble de nos replays sont disponibles sur notre page YouTube. Donc, vous pouvez aller consulter les replays précédents sans souci. Sinon, on vous enverra un code de réduction aussi de 10% dans la newsletter dans laquelle se trouvera le replay. Et on vous invitera pour notre prochain webinaire de début octobre. Voilà, en tout cas, alors, je vais rajouter, juste avant qu'on termine, que j'anime un groupe Facebook qui s'appelle Mixmiam, M-E-E-X. Miam, quoi, miam. Voilà. Et donc, dans ce groupe-là, on parle beaucoup de la lien, c'est justement la nutrition pour les enfants extraordinaires, et on parle beaucoup du lien entre la nutrition et le cerveau. Et donc, vous avez dessus tout un tas de recettes, d'astuces, d'informations nutrition. C'est gratuit, c'est pour les parents, les aidants, les encadrants, tous ceux qui veulent avoir de l'information sur la bonne neuronutrition, psychonutrition de l'enfant. Et donc, on y parle évidemment régulièrement des oméga 3. Très bien. Mais si vous voulez bien m'envoyer le lien, comme ça je l'ajouterai aussi à la newsletter. Et puis les participants donc, auront toutes les informations nécessaires. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Jenny, pour la présentation. Pour toutes ces précisions, c'est vrai qu'on ne rappellera jamais suffisamment de l'importance des oméga 3, surtout pour le bon développement du cerveau, des petits et grands. Et puis voilà, c'est toujours intéressant de parler d'études aussi, qui sont effectivement très nombreuses. Donc, on
Oui, on pourrait y passer plusieurs jours à les éplucher. Voilà. Donc au moins, vous avez un résumé sans avoir à regarder toutes les études dans le détail. Merci aux participants. Je vous souhaite une excellente soirée et puis donc, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir.